Merci Claire, bonjour à tous. Donc effectivement pour moi aussi c'est intéressant d'être à cette journée parce que je suis à la fois directeur d'hôpital et le président de mon jury il y a quelques années est dans la salle, ça me rappelle de très bons souvenirs, et membre du collectif national des passes. On a eu l'opportunité Claire de se rencontrer pendant un stage que j'ai effectué à l'ANAP avec Christian Anastasie qui avait trouvé la thématique intéressante et on avait engagé des travaux ensemble. Et depuis 3 ans maintenant, on tire le fil de ces travaux en essayant de les développer. Donc c'est vraiment une belle journée. Et merci beaucoup à la DH d'avoir organisé cette journée. Je la trouve particulièrement intéressante. Alors, c'est moi qui vais présenter le cas, mais je ne suis pas tout seul. On l'a préparé à 3, avec d'abord Nicolas Najdic, qui est ici, qui est doctorant en sociologie au CHU de Poitiers. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de savoir, il est doctorant en sociologie dans une unité de recherche qui fait de la neurochirurgie. On peut penser, mais qu'est-ce que la neurochirurgie et la sociologie ont à voir ensemble? Eh bien tout, puisqu'il travaille sur les facteurs psychosociaux de la douleur, notamment pour les patients qu'on va stimuler. Donc il est un petit peu un renfort sur une nouvelle approche disciplinaire dans le domaine de la recherche. Et Anaïs Chialan, qui a rejoint le CHU de Poitiers depuis maintenant bientôt 1 an, et qui est biostatisticienne au sein de la plateforme de méthodologie biostatistique, et qui va nous aider. Ils vont tous les deux, avec moi, essayer de faire un exercice sur lequel on vous demande un petit peu d'indulgence, parce qu'on va le faire en direct. On va vous présenter un cas clinique, et on va vous inviter à répondre à des questions sur ce cas clinique. On va vous donner les réponses en direct de ces questions-là, et ensuite, pendant que vous profiterez des débats, on va quitter la salle, et on reviendra à 14h30 avec une analyse plus complète de ces résultats, et notamment une analyse de corrélation avec quelques variables intéressantes. 14h, merci. Donc on va tout de suite vous présenter ce cas clinique. Alors pour participer, il faudrait que vous puissiez tous vous connecter sur vos tablettes, sur vos téléphones. Normalement tout le monde en a un sous la main, ou presque. Sinon faites avec votre voisin, mais essayez de ne pas biaiser les premières questions que vous allez avoir. Et il faut vous connecter au Wi-Fi de la salle parce qu'il n'y a pas beaucoup de 3G, qui est le même nom que le réseau, c'est LAROC 1 je crois. Et donc le mot de passe c'est le même nom que le réseau LAROC 1. Et pour les plus rapides qui l'avaient déjà fait, vous pouvez déjà regarder sur cette diapo la façon dont vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc il faut se connecter sur Socrative Student. Dans le moteur de recherche, vous tapez ces 2 mots, Socrative Student, qui est l'application que nous allons utiliser ce matin. Et on va vous demander un nom de salle qui s'appelle PassADH. LAROC 1. Le même nom que le réseau. Ceux qui sont bien en 3G, 4G, restez sur de la 3G ou de la 4G pour ne pas saturer la bande passante de la salle. Ça pédale ? Est-ce que ça fonctionne à peu près? Doucement, ça mouline un peu. C'est bien, on aura le temps de poser les questions pendant que vous y répondrez. Ça laissera un petit peu de temps pour décrire le cas. C'est rapide, ne vous inquiétez pas, il n'y a que quelques questions. Est-ce que tout le monde a pris les infos qui sont affichées pour que je démarre? Ceux qui marchent, qui fonctionnent en 3G, vraiment restez dessus, ça fonctionne beaucoup mieux, me dit-on, à droite. Ça nous laissera du temps, comme je disais, pour vous lire le cas pendant que ça charge les pages. J'espère que ça ne va pas être trop long.
Combien de personnes sont connectées et fonctionnelles? Levez la main. Ah oui, ça ne fait pas encore énorme. Alors, essayez de vous mettre effectivement en binôme, si c'est possible de faire des binômes professionnels. C'est-à-dire que vous vous mettez plutôt entre catégories professionnelles, en essayant de ne pas trop les mélanger. Exactement. Est-ce que tout le monde a pu au moins récupérer ces infos? Qui est fonctionnel et prêt à démarrer? Il y en a moins que tout à l'heure. Bon, ce qu'on va faire, ceux qui sont connectés, mettez-vous sur l'application. Les autres, on va faire un petit effort de saisie. Remplissez sur papier libre les informations. Essayez d'être le moins nombreux possible, s'il vous plaît. Si vous avez l'appli, utilisez-la. Et les papiers, on les saisira dès qu'on aura terminé ce questionnaire. Ce qui va nous permettre de démarrer. Allons-y. Donc, je vais démarrer par un exposé rapide du cas. Ça ne sert à rien de lever la main pour me poser une question, je n'y répondrai pas. Le but, c'est avec la seule information qu'on vous donne là, de répondre aux questions. Évidemment, vous aurez besoin de précision, d'avoir des choses complémentaires. Ça viendra au fur et à mesure de la description du cas. Donc, l'histoire qu'on souhaite vous raconter, c'est l'histoire de Monsieur T. Monsieur T, c'est un patient algérien qui se présente aux urgences d'un hôpital parisien en raison d'une douleur abdominale qui est apparue récemment. Donc il se présente aux urgences, c'est un médecin du collectif qui nous a transmis ce cas. La douleur est très forte et elle est non soulagée par les antalgiques qu'il prend habituellement. Il a des constantes qui sont plutôt bonnes et à l'examen clinique, on retrouve une masse au niveau de l'abdomen. La première question qu'on souhaite vous poser, c'est la question de l'interprétariat. Le patient comprend mal le français. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez plusieurs propositions qui s'affichent au tableau. Essayez de n'en choisir qu'une seule. Et deuxième question, que pensez-vous des services d'interprétariat professionnel? Pour celle-ci, vous pouvez choisir plusieurs réponses. On peut à la fois les trouver chers et les utiliser fréquemment. Ça ne pose pas de problème. Donc première question, que faites-vous face à ce patient qui parle mal le français? L'objectif étant que vous vous projetiez, vous comme moi, en tout cas les directeurs dans la salle, on n'est pas confrontés au quotidien à ces situations individuelles, donc il faut se mettre à la place d'eux. Et ensuite, on vous demande votre avis sur les services d'interprétariat professionnel. Elles sont ici. Tu peux les dérouler au moins? C'est le jour? C'est le jour. Sélectionnez dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, on les retrouvera sans difficulté. Vu qu'on avait l'application, on ne les a pas numérotés sur le diaporama, reprenez un ordre logique, on les reprendra dans ce sens-là. Oui, mais renumérotez-les sur le diaporama, parce que vous n'aurez pas tout le fil.
Ok, donc prenez bien sur papier les réponses. Je crois que ça bug pour beaucoup de monde sur l'application, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Non, je peux pas, en fait, normalement c'est au fil et c'est un problème de connectivité. Mais vous inquiétez pas, toutes les questions sont là et on va vous les poser. Alors, deuxième information, des précisions sur la pathologie elle-même. Alors, le patient, on a des précisions sur sa profession. C'est un agent de police. On a dit tout à l'heure qu'il était algérien. Il est marié, sans enfant, et dit être en France depuis 3 mois. Le médecin suppose qu'il est arrivé avec un visa de tourisme sur le territoire français. Et on n'a aucune information, aucun document permettant de documenter un petit peu cette situation. Un scanner est réalisé et on retrouve, comme on l'a suggéré à l'examen de palpation, une masse volumineuse au niveau de l'abdomen, donc une masse rénale gauche associée à des lésions multiples, hépatiques, pulmonaires et osseuses. Il s'agit donc d'une pathologie qui est grave et qui est déjà connue chez un patient qui n'a pas de prise en charge sociale. Il n'y a aucune urgence immédiate dans ce cas-là, mais la douleur est importante et ne fait pas l'objet d'un contrôle par les antalgiques qui lui sont donnés. Voici la question. Si vous étiez son médecin, que décideriez-vous ? Une seule question, une seule réponse. C'est bon ? On avance ? C'est la troisième question. La première, c'était que feriez-vous, quel le patient par mal de français, que faites-vous ? La deuxième, c'était que pensez-vous de l'interprétariat professionnel ? Et la troisième, ici, que feriez-vous si vous étiez son médecin ? C'est bon, je peux avancer pour tout le monde ? On passe à la troisième étape. Donc, le patient est finalement hospitalisé. Il est hospitalisé en médecine interne pour prise en charge d'une fin de vie. Et il apparaît que M. K est venu d'Algérie pour soigner un cancer déjà très évolué et pour lequel il a déjà reçu des traitements en Algérie. Malgré l'insistance des médecins, il refusera pendant toute l'hospitalisation de donner des informations pourtant essentielles. Qu'est-ce qui s'est passé avant, les comptes rendus d'hospitalisation antérieurs dans son pays d'origine, et il refuse également de donner les coordonnées de sa femme ou d'un de ses parents qui se situe en Algérie. Au point de vue social, la prise en charge doit se faire par l'assureur, qui a été sollicité pour le visa, pour qu'il vienne avec ce visa tourisme, et le patient est donc considéré comme un touriste sur le territoire français. Il apparaît être non solvable. Voici la question. Dans une telle situation, selon vous, qui doit financer l'hospitalisation ? Vous n'avez qu'une seule réponse. La Catalogne. Et deux questions un petit peu plus techniques. Selon vous, la situation relève-t-elle des soins de la circulaire soins urgents et vitaux ? Et relève-t-elle de l'AME après la fin du visa ? On ne reprend pas sur l'appli. La connexion, ça va un peu mieux. Hein, si je vois qu'il y en a qui répondent, n'hésitez pas. On essaie de rattraper le coup. C'est bon pour tout le monde ? Donc qui doit payer ? Est-ce que cela relève de la circulaire soins urgents et vitaux ? Et enfin, est-ce que ça relève de l'AME à la fin du visa ? Et on voit pour l'instant au tableau les étudiants qui répondent, massivement au départ l'Algérie. Tout le monde a pu répondre ? On avance ? Autre question à partir de cette description. Si le patient avait eu un parent résident en France,
pensez-vous qu'il aurait eu l'obligation de payer les soins du patient, puisque la personne qui s'est engagée pour l'obtention du visa n'est pas connue dans la description du cas qu'on vient de vous donner? Donc pensez-vous que cette personne devrait payer les soins pour le patient? Et vous avez plusieurs situations, s'il s'agit du père ou de la mère, s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur. Donc ça, vous répondez forcément par oui ou par non. Et enfin, vous avez une dernière question. Selon vous, l'obligation alimentaire est-elle applicable à un échelon transnational? On peut poursuivre? Au 4e jour d'hospitalisation, la réunion concertation pluridisciplinaire de cancéro-urologie conclut au diagnostic de cancer rénal métastatique et propose une biopsie et un traitement que certains médecins reconnaîtront ici puisqu'il est extrêmement coûteux. Il coûte environ 80 000 €. L'équipe médicale explique aux patients la nécessité d'attendre le délai incompressible d'obtention de l'AME afin de débuter la prise en charge. Ce traitement nécessite une hospitalisation, il y a des effets indésirables potentiellement graves, et la maladie est tellement avancée qu'il n'y a aucun espoir de guérison pour le patient. Voici la question. Selon vous, l'absence de prise en charge influe-t-elle dans la décision médicale? Donc si vous voulez, je reviens un instant avant. Donc le patient, il a un cancer, il a besoin d'un traitement à 80 000 €, et on sait qu'il n'a aucune chance de survie. Il doit attendre les 3 mois pour avoir l'AME à la fin de son visa. Éventuellement, merci. Pour pouvoir prétendre à la demande de l'AME. Donc, est-ce que la situation sociale influe sur la décision médicale? Et selon vous, est-ce que les questions financières doivent influencer la décision médicale? Je peux avancer? Le patient reviendra finalement aux urgences et sera hospitalisé en unité de soins palliatifs pendant 3 mois avant de décéder. Pensez-vous que l'admission dans une unité de soins palliatifs est la bonne décision? Merci à tous ceux qui ont répondu. On va passer récupérer les feuilles pour se mettre vite à la saisie. Pensez juste... Alors attendez, avant de nous rendre vos feuilles, pouvez-vous écrire sur votre feuille votre profession, votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, non, votre profession, votre ville, département, enfin la ville suffira, on retrouvera le département, mais ça prendra moins de temps, ville, département, et votre âge. Et vous pouvez rajouter homme-femme. Alors pourquoi je les demande? C'est ce qu'on appelle les variables lourdes du comportement. Il y a des sociologues dans la salle. C'est simplement pour avoir les variables lourdes de chacun des individus qui ont répondu. Donc profession, tranche d'âge, homme-femme et ville, département. Ça suffira comme info. Et si vous pouvez faire passer les feuilles en bout de fil, on va passer les récupérer. Merci et bonne session de conférence. Donc cet après-midi va commencer par la présentation des résultats du quiz. Donc Harold, Nicolas et Anaïs. Donc malgré les difficultés techniques que nous avons rencontrées ce matin, l'équipe du CHU de Poitiers a sorti des résultats
qui devrait illustrer la réflexion autour de l'approche du décloisonnement face aux situations complexes. Sylvie ? Et Nicolas, tu commences ? Bonjour à tous et à toutes. Alors, un grand mea culpa pour ce matin. En fait, j'avais pas prévu que le Wi-Fi du ministère de la Santé serait moins bon que dans l'université. Voilà, donc du coup, on a fait un peu comme on a pu, parce que normalement, en fait, hormis d'avoir un logiciel qui nous permettait d'être interactif pendant cette session, ça nous permettait surtout d'avoir une base de données qui était propre, remplie et qui était directement exploitable. Et s'il y a des gens parmi vous qui font un peu de statistiques, ils savent qu'on a repris les questionnaires et qu'on a rentré tous les questionnaires à la main, ce qui a été un travail relativement titanesque. Donc les résultats d'aujourd'hui, c'est juste sur l'analyse des questionnaires, c'est pas transcendant. C'est juste pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Il n'y a pas des résultats vraiment fous, mais c'est toujours intéressant de les voir. Et en fait, c'est une difficulté de l'exercice, c'est qu'on va essayer aussi de les commenter en même temps que ce qu'on vous les a affichés, parce qu'évidemment, on a eu un peu moins de 2 heures pour le préparer, ce qui est normalement un travail relativement important. Donc au niveau de la description de la population, donc là, en fait, c'est vous. Donc l'âge moyen, il est de 47 ans. Alors on voit que nous, sur les répondants, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se confirme dans la salle, on avait une large surreprésentation des femmes. Donc je ne le vois pas très bien sur mon écran, ça fait 84% de femmes et donc 16% d'hommes. Et puis au niveau des professions, et là je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on avait quand même pas mal d'assistantes sociales, pas mal de médecins, un petit peu moins d'infirmiers et de nombreux cadres de santé, et forcément un petit peu moins aussi de directeurs d'hôpitaux. Alors, juste pour vous dire, vous savez, nous, en sociologie, on a des grandes variables qui nous permettent d'avoir des grandes tendances qu'on appelle les variables structurantes de la sociologie. Donc, en général, ce qu'on va utiliser, ça va être les professions. On va penser que la profession va déterminer un petit peu la perception du monde des agents et aussi leur sexe. Alors, malheureusement, en fait, on s'est rendu compte que, essentiellement, au niveau de l'âge, par exemple, on voyait que les assistantes sociales étaient plus jeunes que le reste de la population. Donc, on n'a pas pu utiliser vraiment l'âge comme variable structurante. Mais c'est plutôt bien pour les assistantes sociales. Et puis, au niveau des professions, en fait, c'est un peu la même problématique qu'on a eue et au niveau du sexe, parce que je pense que, vous savez, on dit assistant de service social, sauf qu'en fait, on dit toujours assistante sociale. Et donc, c'est pareil pour les infirmières, donc on n'a pas pu non plus utiliser le sexe comme grande variable structurante. Donc, je les présente, là, c'est juste les représentations que vous avez, mais on ne les a pas utilisées, on a vraiment essayé de garder la profession lorsqu'on a pu. Alors, du coup, sur la première question, donc c'était, si vous avez le cas, autrement, vous pouvez peut-être le lire pour le réintroduire. Je pense que vous vous souvenez du cas, c'était Monsieur T, algérien, qui se présente aux urgences d'un hôpital pour une douleur abdominale apparue récemment. Douleur forte mais non soulagée, les constantes sont bonnes et à l'examen clinique on retrouve une volumineuse masse de l'abdomen et du flanc gauche pouvant expliquer les douleurs. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un micro juste pour parler ? Excusez-moi, l'écran il est vraiment illisible. Et comme je suis obligé de commenter en même temps, je vais faire avec vous la lecture. Donc on voit qu'il y a 3 grandes tendances qui arrivent. La première, c'est d'abord de faire appel à l'entourage, de faire appel à un service d'interprétariat et puis à un soignant arabophone. Alors au niveau des tendances, j'ai l'impression que c'était majoritairement l'entourage pour les assistantes sociales et les soignants arabophones, mais il n'y avait pas grand-chose qui ressortait au niveau des professions. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez des services d'interprétariat professionnel ? Alors là c'était un petit peu plus intéressant, enfin en tout cas je trouve. Donc il y a très clairement l'utilité qui ressort et puis deuxièmement aussi la notion économique. Donc on voit que les répondants se divisent entre les personnes qui pensent que c'est utile mais aussi que c'est cher. Et là ce que je trouvais assez fort c'était que donc, au niveau des assistantes sociales on a clairement l'utilité qui ressort aussi au niveau des cadres et en fait le cher ressort aussi mais beaucoup chez les directeurs d'hôpitaux. Y aurait-il une vision un petit peu plus intéressée chez les directeurs d'hôpitaux ? Harold, tu veux dire Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'était de voir la première variable, ce qui était cité comme vraiment le plus important, c'est que ça caracole au niveau des soignants, cadres et assistantes sociales sur l'utilité de ce dispositif. Et c'est vraiment le coût qui est apparu comme le plus important pour les DH, mais avec une relative bonne répartition sur les autres critères que sont les autres. Oui, parce que quoi qu'il en soit, en fait, on le voit sur les graphiques, mais c'est absolument pas significatif, ce qui veut dire qu'en termes statistiques, il n'y a pas une profession qui tirerait au niveau des réponses, mais c'est juste une tendance qu'on observe sur ce petit échantillon.
Alors, le patient est finalement hospitalisé, il est encore algique. Qu'est-ce que vous décidez? Alors moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'était de voir, c'était surtout les cadres et directeurs d'hôpitaux qui pensaient à l'orientation vers la passe. Et c'était un peu moins flagrant sur les assistantes sociales. Mais alors après, clairement, moi, je n'ai pas les billes pour expliquer ça. Est-ce que vous auriez des idées, peut-être? Est-ce que c'est ce qui aurait peut-être une meilleure connaissance du système des passes chez les cadres? C'est un biais des directeurs qui sont là, qui connaissent le collectif national des passes, peut-être. Mais pas les assistantes sociales qui sont là? Si, oui, mais ça va de soi, les assistantes sociales. Oui, c'était pour évoquer l'organisation en silo, et comme on l'avait dit, de façon caricaturale. Oui. Voilà, si on hospitalise, après on envoie à l'assistante sociale. Là, l'idée, c'était qu'en se mettant tous ensemble, une fois que la douleur est stabilisée, la situation peut être gérée en collaboration avec les autres services et la passe. Les services qui utilisent cette façon de travailler, à savoir le patient est hospitalisé, on lui demande de sortir pour aller à la rencontre des professionnels de la passe, mais dans les quelques heures, il revient dans son service, y compris quand il a été sorti d'hospitalisation. Si on ne lui propose pas un endroit pour se poser, il va retourner là où il était posé. Donc je comprends tout à fait cette réponse de la part du service social. Merci. On avance ? Ouais. Alors, dans une telle situation, qui doit financer ? Alors là, ce qui ressort clairement, c'est l'Algérie et la famille. Je n'ai pas du tout la réponse, peut-être. Tu l'as, toi, Erol ? On en parlait ce midi, c'est l'assureur en Algérie qui doit financer. Ce n'est pas le pays Algérie, c'est l'assureur du patient qui se situe en Algérie, puisqu'il est venu avec un visa de tourisme. Peut-être qu'à ce stade, on n'aura pas le temps d'approfondir la discussion. Bon, oui, l'idée a été évoquée par Thierry ce matin. C'est vrai qu'il y a des accords aussi entre caisses, entre l'État français et les caisses algériennes. Donc c'était plutôt la réponse. Et le patient qui a un visa a donc une assurance reliée à son visa qui prend en charge les soins. Il a une assurance pour avoir le visa, mais l'assurance ne prend pas en charge les soins. L'idée est de faire la démarche auprès de l'assureur pour bien prouver qu'il n'a pas eu de prise en charge au niveau des soins. Parce qu'on sait très bien que les assurances qui sont délivrées pour les visas ne recouvrent pas grand-chose. Donc on sait bien qu'il y a peu de chances d'être payé. Mais ça arrive quand même. Donc je veux dire, il faut faire la démarche. En l'occurrence, l'assurance reliée au visa peut prendre en charge les problématiques survenues de façon inopinée. Et là, on peut considérer que ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est que ça suscite le débat, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Pour moi, c'était l'assureur en Algérie, pour d'autres, c'est une autre situation. On voit que même en s'appuyant sur le droit, plusieurs réponses sont possibles. Il faut s'adresser d'abord à l'assureur, on a d'autres solutions après qui vont aussi en découler. J'avance un petit peu. Est-ce que ça relève de la circulaire soins urgents vitaux AME? Donc la discussion qu'on avait ce midi, pour moi, c'est plutôt non, mais je ne sais pas si cet avis est partagé dans la salle, et je ne vais pas détailler la réponse, la répartition par profession. Alors, le lien de filiation, ce qu'on disait également ce midi avec les personnes avec qui on discutait, il est ascendant ou descendant, donc on enlève les frères et sœurs, mais la difficulté, c'est qu'on ne connaîtra pas la famille du patient, on n'aura aucune certitude que ce patient vient avec son père, avec sa mère, on n'a pas à disposition son livret de famille, donc nous, hôpital, nous ne pouvons pas nous retourner directement vers eux. Et alors, l'obligation alimentaire est-elle applicable à l'échelon transnational? La réponse est la même que celle que je viens de fournir, c'est a priori, elle doit être potentiellement applicable, mais ce n'est pas au rôle de l'hôpital public d'aller à la fois vérifier le lien de filiation avec les proches qui sont autour, et encore moins de le faire appliquer. Et alors, sur l'influence de l'absence de prise en charge dans la prise de décision médicale, l'absence de prise en charge a-t-elle une influence? Ce qui est intéressant, c'est que cette question 12, quand on a fait nos tests, donc quand on a calculé la significativité de nos réponses, il n'y en a qu'une seule qui est apparue comme significative à 0,01%, c'est celle-ci. Et celle-ci est
permet en tout cas d'avoir de la significativité sur la réponse. Et on va voir qu'on va l'exploiter de façon factorielle. Alors pour ce faire, on va revenir sur l'unité de soins palliatifs juste après. On a procédé donc à une analyse factorielle des variables et on a regardé quelles étaient les questions qui étaient discriminantes et quelles étaient les variables qui étaient discriminantes. Donc en fait, plus on va s'éloigner de l'origine du graphique, plus la variable va être discriminante. Donc on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, l'âge et le sexe ne sont pas significatifs dans le petit questionnaire qu'on vous a fait passer. En revanche, la profession l'est, et les questions 2, 3 et 4 sont particulièrement significatives. Donc on les a projetées sur un graphique qui ressemble à ça, qui dit qu'il y a un éclatement, que en tout cas les réponses ne sont pas toutes réparties autour d'une patate au milieu du schéma, donc on peut tirer des choses de ces résultats-là, ceux qui pratiquent l'analyse des correspondances multiples le savent, et ça nous donne ce schéma-là de répartition des variables, je vais donner la parole tout de suite à Mme Chaland, dans lequel le but c'est de regarder comment vont se répartir les individus sur le graphique. Et on voit ici clairement sur ce graphique, quand on l'exploite, donc sur les Q2, 3, 4 et la question 12 qui était significative, qu'à gauche du graphique, on a les directeurs, et à droite, on a des métiers soignants. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette seule réflexion, c'est que quand on observe les différentes solutions qui sont proposées, notamment vis-à-vis de la traduction, vis-à-vis de l'adressage qui va être fait de ce patient, plus on va descendre dans le graphique, plus on va aller vers des réponses structurées, institutionnelles. Donc finalement, ces deux axes, on va avoir un axe des abscisses, l'axe qui est horizontal, qui va répartir les populations un peu en deux groupes, avec une population à droite plutôt proche du terrain et une population plus dans la gestion à gauche, et avec un niveau de structuration des différents dispositifs qu'on retrouve sur l'axe des abscisses. Madame Chaland. Je pense que vous avez à peu près tout dit. Effectivement, quand on regarde un peu les réponses en haut, donc on a des personnes qui utilisent plutôt Google Traduction et qui ne trouvent que l'accès à un interprète n'est pas forcément très utile. Et plus on va vers le bas, plus on a des personnes qui ont vraiment un intérêt pour les passes. Et effectivement, c'est plutôt des directeurs d'hôpitaux. Donc on a vraiment deux groupes d'individus qui diffèrent énormément, en fait. Et pour revenir un tout petit peu sur la question de la traduction, quand on avait fait l'étude avec l'ANAP et le collectif national des passes sur 75 structures, 80% d'entre elles déclaraient qu'elles utilisaient massivement et quasiment uniquement Google Traduction. Or, si on revient, je ne sais plus quelle question c'était au début, sur cette question-là, on voit que Google Traduction n'apparaît pas du tout comme une pratique courante au sein de la salle. Donc c'est-à-dire qu'aussi la déclaration qui est faite aujourd'hui ne colle pas forcément à la pratique quotidienne, on est plus dans la représentation de sa propre pratique. Et ça, c'était intéressant aussi à analyser parce qu'on avait des résultats, on s'attendait à voir certaines choses, et on se rend compte que finalement les résultats sont un tout petit peu plus caricaturaux que ceux à quoi on s'attendait. On s'attendait plutôt à montrer qu'il y avait une vraie convergence des valeurs, du mode de décision, et en fait, dans la façon dont on a posé les questions, qui étaient volontairement provocatrices, on a récupéré des réponses, vous voyez le dernier graphique, relativement caricaturales. Et l'objectif aussi de cette journée et de cet après-midi, c'est de revenir sur ce qui fait converger les réflexions, ce qui est en commun, les valeurs communes qui sous-tendent, et on le voit sur plusieurs questions. Et d'ailleurs, sur la réponse, quelle est la solution que vous auriez adoptée, que j'ai sauté tout à l'heure, massivement, les personnes interrogées ont pensé que c'était une bonne idée, que c'était une bonne chose d'avoir hospitalisé ce patient 3 mois en soins palliatifs. Donc sur ce point-là, ça peut être discutable. On disait ce midi peut-être des lits Halte Soins Santé, qui sont peut-être des structures plus adaptées à ce profil-là, ou une hospitalisation à domicile qui aurait pu être moins coûteuse pour l'hôpital. Mais en tout cas, massivement, on se rejoint sur le fait que l'admission en unité de soins palliatifs était une bonne solution, et toutes les catégories là-dessus ont choisi... Sauf les infirmières. Sauf les infirmières qui sont ISO sur les deux réponses. Mais en tout cas, qui n'ont pas marqué la réponse non comme qui n'ont pas mis la réponse non en avant. Donc voilà quelques résultats rapides de ce qu'on peut faire avec un questionnaire administré sur du papier rapidement le matin. Le but de ça, c'est aussi d'aller un petit peu plus loin. On a la base aujourd'hui des personnes qui étaient présentes ici et de pouvoir donner une étape 2 à ce questionnaire-là. Donc on vous l'adressera si avec l'ADH on arrive à travailler dessus, à l'approfondir, parce que ces résultats sont intéressants et pourraient faire l'objet d'une mini-publication sans avoir la prétention d'être scientifique. Ce travail n'a aucune prétention, il a simplement l'idée d'être un peu indicatif et donc d'aller un petit peu plus loin, et on profitera sûrement de la base des personnes qui étaient présentes pour vous le diffuser. Merci. Est-ce que ça appelle des commentaires, Claire? On va donc poursuivre la discussion. Alors,
Alors, quelques questions. Alors, on a le temps pour 2-3 questions. Le timing est serré, on doit rendre la salle à 17h. Bonjour, donc je m'appelle Aline Fouque, je suis directrice des affaires financières au centre hospitalier de Saint-Quentin dans l'Aisne. Est-ce que vous pourriez revenir sur la diapositive question 12, s'il vous plaît? Voilà. J'ai entendu des bruits importants qui feraient passer les directeurs d'hôpitaux pour des personnes sans cœur, mais en fait la question de votre questionnaire, initialement, c'était les questions financières sont-elles intervenues dans la décision des médecins? Et pas les questions financières doivent-elles intervenir dans la décision médicale? Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y avait 2 questions ce matin sur le diaporama. Il y avait l'absence de prise en charge a-t-elle influé sur la décision médicale? Et les questions financières doivent-elles intervenir sur la décision médicale? J'avais insisté là-dessus ce matin en disant ces 2 aspects, c'est que pensez-vous et que pensez-vous qui s'est produit? Effectivement, il y avait 2 questions et c'est la deuxième qui était... Non, mais vous avez raison, la formulation, on sait que ça change tout au niveau de la structuration des réponses. Mais là, je revois la projection de ce matin. Donc effectivement, la première, c'était selon vous, l'absence de prise en charge influe-t-elle dans la prise de décision médicale? Et la deuxième, c'est selon vous, les questions financières doivent-elles intervenir dans la décision médicale? En tous les cas, voilà, je pense que les formulations du questionnaire ont peut-être prêté à confusion et voilà. Tout comme le mode de passation. Et la présentation des résultats fait peut-être apparaître notre corps de métier comme un petit peu caricatural, mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on croit qu'il y a plus que le financier et il y a aussi la valeur humaine. Et juste pour rebondir là-dessus... faire sortir de cette journée. Juste pour rebondir là-dessus, je ne trouve pas cette diapositive caricaturale, puisque quand on regarde la profession médecin, et qu'on regarde la réponse qui a été apportée à cette question, les médecins pensent également massivement que la question financière doit intervenir dans la prise de décision. Sur ce point-là, je pense qu'on partage un point de vue commun sur ça doit intervenir. Est-ce que ça doit décider à la place? Non. Mais est-ce qu'on doit le faire intervenir et réfléchir avec cette donnée-là? Les médecins le pensent également. Donc l'objet, c'était pas de donner une vision caricaturale des DH, loin de moi l'idée. Oui. Les médecins qui sont ici. Mais comme on disait, on est dans une réflexion à front renversé peut-être. Oui, il faut dire, c'est vrai que j'aurais peut-être dû l'introduire comme ça, mais évidemment, il y a un biais majeur, c'est que vous êtes tous sensibilisés à cette question-là, la preuve, vous êtes là aujourd'hui. Donc évidemment, ça biaise complètement les résultats. Cela dit, pour répondre sur la question de la caricature, parce que je pense que c'est un vrai problème qu'on a quand on fait de la sociologie et qu'on essaie de montrer des tendances, c'est juste des tendances. Comme je vous disais, on sait que les assistants de service social sont des assistantes sociales. Ça ne veut pas dire que les femmes sont forcément plus dans le soin. Mais quand même, c'est une tendance qu'on observe. Et c'est pas du tout le but de réduire l'humain à une tendance de groupe, quoi. C'est juste des observations qu'on peut faire et qui se retrouvent au niveau statistique. Et en l'occurrence, là, on n'en a qu'une seule de variable qui est significative. Donc ça veut dire qu'évidemment, le facteur humain est quand même prédominant, quoi. Peut-être que l'idée qui va réunir un peu tous les points de vue, c'est de dire que la question financière n'est pas en soi toute seule qui oriente la prise de décision, mais qu'on soit dans quelque chose comme... Alors des scores composites, en rhumatologie qui est ma spécialité d'origine, on utilise des scores composites qui utilisent de la clinique, de la biologie, des évaluations des échelles visuelles analogiques pour changer ou non les types de traitements. Donc là, dans le cas particulier du patient, si le traitement qui coûte 80 000 € n'apporte aucun bénéfice, le coût du traitement vient simplement en plus, il ne vient pas en soi dans la prise de décision. Et tout comme je trouve qu'en définitive, ce qui manque vraiment beaucoup à ces questionnaires, c'est aussi de s'interroger sur les conditions de bonne observance thérapeutique pour le patient. Et là, pour le coup, il y a une vraie question sociale qui est absente de ce questionnaire. Évidemment, donner un traitement qui coûte cher à quelqu'un qui ne peut pas le suivre, c'est un non-sens, et c'est un non-sens économique. En plus d'être un non-sens humain, quoi. Moi, qui travaille dans la douleur, c'est plutôt à ça que je suis confronté et que j'observe. Donc, je vais dans votre sens, quoi. Donc, ce quiz avait pour objet de lancer la discussion et d'alimenter les réflexions.